population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous faites bien en choisissant Radio Cotonou, la 94.3 pour suivre ce dimanche votre émission Franc-Parler. Monsieur Romuald Wadani, président du Bénin depuis le 24 mai dernier, après les nominations à plusieurs postes qui continuent d'ailleurs, qui s'enchaînent et une offensive diplomatique clairement affichée, des actes sont posés en accord avec ses promesses de campagne électorale. Notre attention portera bien entendu sur le secteur de la santé aujourd'hui. En effet, en Conseil des ministres, une dotation de 1 milliard de francs CFA est constituée pour accompagner les hôpitaux publics dans la constitution de stocks d'intrants nécessaires et à la mise en œuvre de la prise en charge systématique des urgences vitales. Ainsi, des formations sanitaires sur toute l'étendue du territoire national seront en mesure de prendre en charge de manière diligente et sans conditionnalité préalable tout patient, dont le pronostic vital s'est engagé. C'est ce que nous relevons bien entendu du compte rendu du Conseil des ministres. En plus, une enveloppe budgétaire de 10 milliards de francs CFA est allouée au programme d'accès à l'eau potable et à l'électricité de tous les centres de santé publique qui n'en disposent pas encore. Et aussi l'accélération du programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours est aussi prescrite. Prise en charge systématique des urgences vitales, pertinence, mise en œuvre et impact, c'est la thématique sur la dominicale de vérité. Et justement, nous recevons M. Ange Dodi Dossou, conseiller technique du ministre de la Santé à la médecine hospitalière. Monsieur Ange Dodi Dossou, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Naron. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. Le plaisir pour moi. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chikpe et à la présentation, Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, comme toujours, aux auditrices et auditeurs de poser les questions 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Notez donc ces numéros-là. Vous pouvez aussi déposer vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, Monsieur Ange Dodi Dossou. Bonjour Monsieur Naro. Voilà. Vous êtes conseiller technique du ministre de la Santé et de la Médecine hospitalière. Avant de cette fonction, vous étiez dans le corps médical, c'est ça ? Bien sûr, je suis médecin. D'accord. Et avant d'être conseiller... Donc je devais dire docteur depuis. C'est pas grave, c'est toujours Monsieur Dessous. D'accord. Donc vous êtes médecin avant d'accéder à ce poste. Oui, d'accord. Merci beaucoup à vous. Médecine hospitalière, que doit-on comprendre pour le commun des mortels? Vous savez, la santé est vaste. Il y a des aspects qui sont pris en compte en dehors de l'hôpital. Et il y a des aspects qui sont pris en compte à l'hôpital, surtout ce qu'on appelle les soins curatifs. Donc, médecine hospitalière, c'est tout ce qui se passe à l'hôpital, prenant en compte les soins, les explorations et également les explorations diagnostiques. D'accord. Donc, c'est-à-dire les examens de labo, de radio, les actes opératoires, les actes médicaux, la consultation, tout ce qui se passe en milieu hospitalier. Donc vous avez ce regard-là et vous conseillez le ministre en la matière. Alors quelle est la mission ? Comment vous faites ? Décrivez-nous un peu. Peut-être votre journée, une journée au ministère, ça consiste à faire quoi ? C'est difficile à dire, mais toujours est-il que nous avons un regard sur le fonctionnement des hôpitaux. Est-ce que tous les soins se font selon les normes de qualité requises ? Et nous avons assez cette qualité des soins ou tout ce qui se fait dans les hôpitaux sur la sécurité du patient. Est-ce que les hôpitaux ont le plateau technique qu'il faut ? Est-ce que les médecins, les personnels et paramédicaux sont formés, sont aguerris pour faire face aux soins? Est-ce qu'ils ont les intrants? Est-ce que nous donnons satisfaction à la population? Parce que nous sommes là pour servir la population. D'accord. Alors, quand vous faites un regard aujourd'hui sur le secteur santé dans notre pays, qu'est-ce que vous dites au ministre
au regard de tout ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous dites au ministre? Il y a les réalités du terrain. Une ligne de conduite qui a été tracée par le gouvernement et le ministre de la Santé a en charge de mettre en œuvre la politique de santé du gouvernement. Et par rapport au secteur hospitalier, on doit s'assurer, puisque c'est plusieurs paramètres, les infrastructures, les équipements, le personnel. Il faut reconnaître sans grande honte que nos politiques antérieures aux années 2016 ont été plus axées sur les soins de santé primaires. D'accord. L'hôpital, je dirais, a été plus ou moins abandonné. Il n'y a qu'au cours de ces 10 dernières années que l'expression médecine hospitalière, cette expression est devenue familière et je dirais quotidienne dans nos activités. Donc il y avait un gap important à combler dans ce domaine. Donc jour après jour, avec les différents programmes, nous essayons de combler ce gap-là. Alors, quand vous regardez le secteur de la santé à l'étape actuelle, quel est le plus gros péché selon vous? Il ne saurait y avoir de péché dans ce secteur, sinon parce que nous sommes là en matière de vie et on n'attend pas. On ne va pas dire que nous avons tutoyé le sommet, non. Nous essayons, comme je l'ai dit tout à l'heure, de combler les gaps qui sont les nôtres. Avant, vous savez, pratiquement toutes les pathologies d'une certaine gravité étaient automatiquement évacuées. La première ou l'une des actions phares du gouvernement précédent a été de mettre en place le CHIC, où nous avons construit un hôpital qui répond aux normes et aux standards internationaux, où les pathologies pour lesquelles on évacuait, toutes ces pathologies seront prises en charge au CHIC. Parallèlement à cela, les autres hôpitaux également, leurs niveaux sont en train d'être relevés progressivement pour faire face aux pathologies. Il faut le reconnaître, le médecin béninois, le personnel paramédical béninois est quand même de grande facture. Malgré nos difficultés, quand ils sont en dehors... C'est un médecin qui parle. Bien sûr, et c'est vrai, en plus, vous pouvez faire vos enquêtes, vous êtes journaliste. Quand ils sont en dehors du Bénin, ils excellent. Autrement dit, la valeur intrinsèque est quand même conservée. C'est probablement l'environnement dans lequel ils étaient qui n'est pas assez favorable. Donc cet environnement des soins doit être davantage amélioré pour permettre aux personnels de santé d'exercer leur art en toute confiance. D'accord. Alors aujourd'hui, le gouvernement a pris une décision. On peut donc faire référence, bien entendu, à ses promesses de campagne. Qu'est-ce qu'il avait dit aux Béninois? Est-ce que vous pouvez rappeler ça rapidement? Nous avons la chance que depuis un certain moment, les promesses de campagne deviennent quelques jours, quelques semaines après des actions, des programmes du gouvernement. En mars, le candidat Romuald Wada, il disait qu'il n'est pas normal que quand on est admis à l'hôpital pour des soins d'urgence, surtout pour les urgences vitales, que les formalités administratives et financières prennent assez de temps jusqu'à ce que le malade trépasse ou présente des complications. Donc aujourd'hui, et comme cela a été répété au cours de la campagne, on soigne d'abord et on discute après. D'accord. Alors, que doit-on retenir par urgence vitale? Vous savez qu'il y a deux manières d'être admis à l'hôpital. Soit vous venez pour consulter, et quand le médecin vous examine et tout, que votre situation est assez, je dirais pas la vente ou assez sérieuse pour vous hospitaliser afin que vous amène les soins. Ça, c'est le mode d'admission habituel. Mais on peut venir également en situation d'urgence parce que soit de la maladie vous a pris du coup ou parce qu'on a négligé et cela commence par peser sur votre vie. Donc cela entame ce qu'on appelle le pronostic vital. On vient alors à l'hôpital en cas d'urgence. C'est pour ça que nos hôpitaux ont des services d'urgence pour accueillir ce genre de situation. Mais toute urgence n'est pas vitale. On n'attend pas urgence vitale, l'urgence où il y a un danger immédiat de décéder. Donc on dit le pronostic vital, quand on peut utiliser nos expressions, le pronostic vital est engagé. Donc si on n'agit pas dans les minutes qui suivent, le malade soit trépasse ou va présenter des complications irréversibles. Alors, qui détermine cette urgence-là? Bien, c'est monsieur le médecin. C'est lui qui est habilité à examiner le malade et catégoriser le malade suivant la situation d'urgence. Donc, on dit, peut-être suite à un accident grave? Oui, il y a plusieurs situations cliniques qui peuvent conduire à une urgence vitale. Quelqu'un qui fait un accident, qui a une plaie ouverte qui saigne.
Quand il va se vider de son sang, il va mourir. Donc c'est une urgence vitale. D'accord. Quelqu'un qui a une rupture d'organe, c'est-à-dire il a eu une contusion abdominale, un organe est cassé, ben cela va entraîner une mort immédiate. Quelqu'un qui a un traumatisme sévère au niveau du rachis de la colonne vertébrale ou de la tête, c'est une urgence vitale. Un enfant qui convulse parce qu'il n'a pas été pris en charge très tôt, c'est une urgence vitale. Celui qui manque du sucre dans l'organisme, qui a une hypoglycémie, c'est une urgence vitale. Celui qui a une tension qui, s'abaisse très rapidement, c'est une urgence vitale. Parfois, donc, les diminutions sont encore plus urgentes que les élévations, un certain nombre de paramètres. D'accord. Alors, il y a des gens qui viennent à l'hôpital, quand vous les voyez, apparemment, ils sont debout. Normalement, quand vous n'êtes pas spécialiste, vous ne pouvez pas savoir si c'est une urgence vitale ou pas. Quelqu'un qui vient, des fois on dit, monsieur, vous ne rentrez plus. Comment ça se fait? Mais non, je vous dis tout à l'heure que les médecins sont aguerris et seront encore formés davantage. D'accord. Mais je suppose je prends quel exemple? Il y a eu un incendie quelque part. D'accord. Quelqu'un inhalé de la fumée, il vient, il peut vous parler et devant vous 30 secondes après, il chute. Parce qu'il est rentré en état d'hypoxie. D'accord. Parce que, je ne vais pas parler un français scientifique, ces hématocytes, ces globules rouges n'ont plus assez de place pour l'oxygène. D'accord. Ben, il va chuter, c'est une urgence vitale. Et celui-là, il faut immédiatement l'admettre et lui procurer les soins qui s'imposent. D'accord. Alors, quand on lit très bien la décision prise en Conseil des ministres, on nous dit tout simplement une dotation d'1 milliard de francs CFA est constituée pour accompagner les hôpitaux publics dans la constitution de stocks d'intrants nécessaires à la mise en œuvre de la prise en charge systématique des urgences vitales. Ainsi, les formations sanitaires sur toute l'étendue du territoire national seront en mesure de prendre en charge de manière diligente et sans conditionnalité préalable tout patient dont le pronostic vital serait engagé. Expliquez-nous tout ça. Je le disais tout à l'heure, un patient, il faut plusieurs choses. Les infrastructures organisées et structurées pour l'activité, le personnel médical, les médicaments, c'est-à-dire les intrants, les médicaments et consommables, l'équipement pour examiner le patient et même pour poser un certain nombre d'actes. Supposons que les infrastructures sont là, que tout est là, que le personnel est là, disponible, qualifié, et que juste pour prendre un abord venant, c'est-à-dire juste pour faire une perfusion, on n'a pas l'aiguille qu'il faut, on n'a pas le cathéter, et qu'on doit attendre que le parent ait acheté, peut-être en dehors même de l'hôpital, avant de venir, ce délai d'attente est déjà préjudiciable pour la vie. Donc c'est ce délai d'attente là qu'on doit ramener, si possible, à 0 minute. D'accord. Pour que, dès l'instant où le malade est admis, où il a été examiné, catégorisé urgence vitale, que tout de suite, sans attendre, on peut déjà commencer par le prendre en charge. Donc ces intrants doivent être disponibles en force, accessibles immédiatement. D'accord. Alors, si je pose la question de cette manière, au regard de cette décision, si on vous demande la pertinence, vous répondez quoi? Mais elle est très pertinente. Parce que pourquoi le gouvernement s'est senti obligé de prendre une telle mesure? Cela suffit que par le passé, on ne prenait pas en charge correctement les urgences vitales. Parce que soit les intrants n'étaient pas disponibles, peut-être même pas dans la pharmacie de l'hôpital, peut-être le malade doit aller se promener de pharmacie en pharmacie, et comme les gens le disent classiquement, on nous a fait promener de pharmacie en pharmacie, le temps qu'on revienne, notre parent est déjà décédé. C'est pour éviter ce genre de choses. Et aujourd'hui, le fait que le gouvernement apporte ces fonds, c'est à mon avis de forte action. D'abord pour rappeler aux uns et aux autres que la prise en charge des urgences vitales, c'est tout de suite et maintenant. Un hôpital ne va pas dire on attend s'approvisionner en médicaments. Non, on vous dit les fonds sont disponibles. De deux, ça permet aux agents d'avoir les intrants à disposition immédiatement pour démarrer la mesure. Je peux vous dire que la mesure a déjà démarré dans plusieurs hôpitaux au Bénin. D'accord. Donc les intrants sont achetés et les produits sont disponibles pour prendre en charge. Mais quand vous écoutez, bien entendu, le gouvernement ou bien même ceux qui accompagnent le gouvernement, des cadres comme vous,
on parle de mesures sociales. Est-ce que c'est vraiment mesures sociales ou mesures régaliennes? C'est une bonne colle. Oui. C'est une mesure sociale. D'accord, expliquez-nous. Parce que, en temps normal, le gouvernement ne devait pas se sentir dans l'obligation de mettre à disposition. L'hôpital doit s'organiser pour faire face. C'est notre mission. D'accord. Nous avons un contrat tacite avec la population. Tu viens, on te soigne. C'est pas que nos hôpitaux n'ont pas été assez organisés. La couverture la sanitaire universelle n'est pas encore effective. Que le gouvernement démarre par là le temps. Parce que si nous avons une couverture sanitaire, comme on dit, l'assurance obligatoire. D'accord. Tu viens, on te soigne. Et puis, on remet la facture à qui de droit. Mais parce qu'elle n'était pas obligatoire et parce que aussi nos habitudes ne nous ont pas amené à cela, on attend toujours un tiers payant immédiatement avant de prendre en charge. On doit éviter cela, parce que le délai d'attente que cela induit est, comme je l'ai dit tout à l'heure, préjudiciable à la vie du patient. D'accord. Alors, on sait très bien qu'à l'hôpital, le plus important, c'est de vite agir. Tout à fait. Détecter vite et agir. Oui. Pourquoi le gouvernement s'attarde sur l'urgence vitale au lieu de dire, bon, voilà, on met un fonds à disposition pour que si les gens viennent dans les centres de santé, on les prenne d'abord à charge et après on voit. Je suis certain que... Pourquoi l'insistance sur l'urgence vitale? Je suis certain que si le président Romeo Goda et son gouvernement avaient la possibilité, par une baguette magique, ils auraient réglé tous nos problèmes en une semaine. D'accord. Il faut forcément commencer par quelque part. Okay. Et ce qui est plus urgent et plus important, aujourd'hui, c'est l'urgence vitale. Progressivement, quand on aura surtout l'assurance obligatoire pour tout le monde, ce que nous appelons nous, la couverture sanitaire universelle, ça va de droit, le mécanisme va s'imposer et tout va rouler normalement. D'accord. Dès que cette décision a été prise en Conseil des ministres, cela semait la joie dans le cœur des Béninois qui savent que, bon, quand il y a une urgence vitale, on vous récupère à l'hôpital, on vous soigne et autres. Mais il a fallu que le ministre de la Santé, en compagnie du porte-parole du gouvernement, de venir pour nous dire, mais en réalité, ce n'est pas que l'argent est là, ça va être dépensé, c'est qu'il faut un retour. Comment on fait ça? Je vais répondre. Comment on met ça dans le social? La question rejoint... On vous ramène à la vie et vous payez. La question rejoint même la question initiale. Ah bon? Vous savez, oui. Ou précédent du moins, parce que je n'ai pas l'argent, et j'ai peur qu'à une fois arrivé à l'hôpital, on ne va pas me prendre en charge, je traîne. D'accord. Ou je ne vais même plus à l'hôpital. Et les conséquences sont là, immédiatement. D'accord. Donc, cette mesure, voilà ça, plan social, ou que j'ai l'argent ou pas, je sais qu'une fois arrivé là-bas, je serai immédiatement pris en charge. Donc la question d'argent ne devient plus un obstacle. D'accord. Pour sauver des vies. Pour sauver des vies. L'hôpital, c'est une entreprise qui doit pouvoir donner continuellement des soins. Si on soigne Pierre, Jacques et Honoré, et qu'ils ont consommé, ils n'ont pas payé, quand il viendra, il n'y aura plus de produits pour lui. Donc un renouvellement continuel de ces produits, de ces intrants consommés doit s'imposer pour permettre à ce que l'hôpital puisse faire face à ses obligations. D'accord. Alors, comment la stratégie a été définie pour que tout ceci soit bien huilé et organisé? Nous avons la chance que dès que le candidat a annoncé la mesure, le ministre de la Santé a immédiatement instruit tous ses services à ce qu'on réfléchisse à l'organisation de l'activité. Quand nous prenons par exemple nos services d'urgence, il n'y a pas une armoire d'intrants, il n'y a pas un chariot de soins. On est là, on a peut-être les tables d'examen, les bosses, les lits, et puis chaque fois qu'un malade vient, il faut presser. D'abord, donc par rapport à cela, nous avons déterminé quelles sont d'abord les pathologies qui induisent l'état d'urgence vitale. On a essayé de répertorier. Donc, on connaît les pathologies, donc on connaît les soins subséquents. On a évalué les différents soins que nous devons faire dans ces conditions et nous avons donc essayé de répertorier les médicaments qu'il faut pour cela. Après, on a déterminé le cap. Est-ce que tous ces médicaments sont disponibles dans nos pharmacies ou est-ce qu'il y en a qui ne sont pas habituellement disponibles, d'où
La SOBAPS, qui est notre centrale d'achat, a été instruite pour que tous ces médicaments soient disponibles, et non seulement dans ces rayons, mais également disponibles à l'hôpital. Il n'en est de même que pour les autres consommables, il en est de même pour les équipements, pour mieux examiner. Parce que si j'ai une douleur thoracique, c'est-à-dire une douleur au niveau de mon thorax, qui signe peut-être une crise cardiaque, s'il n'y a pas le CGO aux urgences, on ne pourra pas me diagnostiquer. On va peut-être banaliser. On va peut-être attendre lundi pour voir le cardiologue. Il y a longtemps, mon cœur s'était arrêté. Donc nous avons fait cette évaluation, déterminer les gaps et rappeler aux hôpitaux et aux établissements de soins, voilà désormais tous les intrants que vous devez avoir également dans vos rayons accessibles, et également voilà les examens qu'on demande couramment, soit des examens de laboratoire ou de radio qu'on demande couramment. Et pour ceux, quand ces examens sont demandés, on ne doit pas attendre non plus que le patient ou ses parents aient payé. Immédiatement, ces examens doivent être exécutés. D'accord. Donc, on peut s'assurer de ce que tout le dispositif est en place pour la mise en œuvre de cette initiative du gouvernement. Le dispositif est en place, il va être d'abord davantage renforcé. Je pense que dans les jours à venir, le ministre et ses collaborateurs, avec nos collègues qui sont sur le terrain, on va essayer de faire le point pour voir s'il y a des endroits encore où il y a des gaps, parce que les difficultés, il y en a toujours. D'accord. Voilà, et puis essayer au fur et à mesure de monitorer et puis de corriger le tir si besoin est. D'accord. Vous savez que quand on déploie une initiative, surtout sur le plan gouvernemental, il faut véritablement aller à la base pour constater si ça avance, si ça évolue. Mais le premier obstacle souvent dans ces choses-là, ce sont les hommes. Tout à fait. Est-ce que vous avez pensé à cette réalité-là? Nous avons déjà eu plusieurs réunions avec les responsables des établissements de soins et avec même les responsables des services pour mieux expliquer non seulement la mesure, mais également ils ont reçu des instructions fermes du ministre en matière de la mise en place du dispositif et de suivi et évaluation. Parce qu'il ne s'agit pas de dire nous avons mis en place un dispositif comme vous l'avez tout à l'heure. Allez s'asseoir dans ces bureaux. Il faut savoir comment cette mesure est mise en œuvre et quelles sont les difficultés éventuelles auxquelles les gens vont faire face. Parce que vous venez de le dire tout à l'heure, il peut y avoir une malcompréhension entre nous et la population qui vont te dire, comme vous l'avez dit, mesures sociales, mesures de gratuité. C'est le lien que nous faisons et dire qu'on ne paye pas. Non. Quel est le mécanisme qu'on met en place sans enfreindre ou bien ça ralentit du moins la prise en charge du patient, pourquoi est-ce que à la fin du processus le patient va honorer, parce qu'en réalité c'est un travail où chacun doit jurer, comment dirais-je, jouer sa partition. Le gouvernement vient de jouer sa partition, les hôpitaux, le personnel de santé doivent jouer leur partition, la population et la communauté également doivent jouer également sa partition. D'accord. Alors, comment faire pour éviter les doubles emplois? Je dis double emploi, je m'explique. On a dit urgence vitale, l'hôpital prend en charge. Mais est-ce qu'au même moment, on doit continuer à demander aux parents à mener ceci, à mener cela? Nous avons défini l'urgence vitale. D'accord. Le rôle essentiel en cours d'urgence vitale pour le personnel de santé, c'est de stabiliser l'état de santé. Donc tout ce qui est crise est arrêté, l'état critique est arrêté, le danger est repoussé. D'accord. Donc là, on est un peu plus calme. On établit en même temps cette facture, c'est ça? Oui. On établit cette facture. Oui. Si les parents sont en mesure de payer, ils payent. Ou on met dans le dossier du patient. Puisqu'il ne sort pas de l'hôpital. C'est ça, il est là. Il est là. Et il a d'autres soins qui l'attendent. Donc, sur le parcours du soin, il va honorer progressivement sa facture. Ou s'il était assuré, la compagnie ou le régime auquel il est soumis va faire face à la facture. D'accord. Alors, au finish, si le monsieur qu'on a ramené à la vie n'a pas les moyens de payer, on fait comment? Donc c'est un pauvre STEM. Vous savez qu'il y a déjà l'assurance, le régime des pauvres STEM. D'accord. Donc ça veut dire qu'au cours de son hospitalisation, le système social va faire une enquête pour déterminer son statut. S'il est un pauvre STEM, c'est l'État qui fait face aux soins des pauvres STEM. Donc il n'y a pas de souci à cela. L'État est là pour ça. D'accord. Alors, voilà le gouvernement qui prend une mesure et qui dit, bon, moi je regarde uniquement les structures publiques, les centres de santé publics.
Comment on fait pour les privés? Parce que dans nos ruelles, dans nos coins, dans nos villages, ce sont les structures privées qui nous récupèrent rapidement. Et donc, des fois, ça traîne même avant de venir donc, au niveau de l'hôpital public. C'est que le dégât est déjà là. Qu'est-ce que vous allez faire? Comme je dis, il faut toujours commencer quelque part. D'accord. Et on sait qu'en extrême urgence, les enfants vont d'abord plus dans le public. C'est quand ils ont le choix qu'ils vont dans le privé. Donc, je peux déjà vous dire, dans les grosses structures privées, la question ne se pose pas tellement. Ah bon. Parce que généralement, dans les grosses privées, on ne vous tend pas une facture dès votre admission. D'accord. On vous prend en charge, et puis c'est peut-être à la fin ou séquentiellement qu'on vous tend la facture. Okay. Même dans certains secteurs publics, cela a été déjà fait. Et même dans certains services de pédiatrie, la chose est déjà mise en œuvre depuis. Oui, parfois il y a des forfaits. C'est quand on a fini de stabiliser votre patient qu'on vous dit, bon voilà ce qu'on a dépensé, voilà ce que vous devez payer. Donc cela n'est pas une création ou une mesure si nouvelle, mais on rend ça obligatoire. D'accord. Alors, comment les centres de santé dans les lieux les plus reculés de notre pays seront impactés par cette mesure? Nous avons la chance, nous avons une architecture formidable au niveau du système de santé. Il n'y a pas d'endroit reculé pour nous. Puisque la SOBAP, je vous ai tout à l'heure été instruite pour mettre à disposition les intrants en fonction du niveau de soins, dans la typologie des établissements, dans chaque formation sanitaire, en fonction du niveau de soins qui est administré en son sein, a les médicaments qu'il faut. Généralement arrêté au niveau des arrondissements. Est-ce qu'il y a d'arrondissements inaccessibles au Bénin? Arrondissement, commune. Le niveau hospitalier de première ligne, c'est l'hôpital de zone. Dans les hôpitaux départementaux et les hôpitaux au niveau central. Donc chaque structure sera impactée, puisque la maladie est partout, même au champ. D'accord. Donc, si nous poursuivons cette émission sur la thématique, en restant focalisé, bien entendu, sur ce qui a été retenu en Conseil des ministres, il y a aussi un programme d'accès à l'eau potable et à l'électricité de tous les centres de santé publics qui n'en disposent pas encore. Comment on peut comprendre ça? Vous savez, le président Talon disait déjà que l'eau, l'électricité, chaque citoyen doit y avoir accès. Alors, quand on est dans une structure où c'est la vie qui est en jeu, c'est encore plus obligatoire. Nous avons construit parfois des centres de santé où le système d'adduction d'eau est difficile, où on ne sait peut-être pas donner l'obligation, où l'accès à l'électricité est difficile. Aujourd'hui, nous devons combler ce gap. Et comme nous l'avons fait pour l'urgence vitale, un point également a été fait au niveau de toutes les formations. Est-ce que ce n'est pas scandaleux de construire un centre de santé où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité? Le scandale a commencé depuis quand? Non, je pose la question. Vous êtes médecin, vous êtes mieux placé. Est-ce que ce n'est pas scandaleux? Non, nous avons eu à faire des choses qui peut-être ne comblent pas totalement ou ne respectent pas totalement les normes. On est en train de rattraper nos erreurs. À quelle vitesse? À la vitesse grand V. Je ne sais pas si vous comprenez que déjà au deuxième conseil des ministres d'un gouvernement qui vient de se mettre en place, que toutes ces mesures sont déjà alignées. Et pour ça, 10 milliards. C'est beaucoup, c'est peu. Non, vous êtes mon consultant sur ce plateau, dites-nous. 10 milliards tout de suite pour démarrer, parce que c'est une urgence, je dirais une urgence vitale pour le gouvernement. Pour les centres de santé. Pour les centres de santé, d'avoir le minimum. On dit souvent l'eau c'est la vie. C'est pour soigner. La femme qui est accouchée, je n'ai pas l'eau, ou je n'ai pas l'eau de qualité. Au lieu de soigner, je contribue à aggraver son état. C'est ça. Si je n'ai pas l'électricité, comment je peux stériliser les compresses et les instruments? Ne pas les stériliser, l'utiliser dans ce temps, c'est grave. Il faut dire que toutes nos actions sont axées sur la sécurité du patient. Nous devons tout mettre en place pour que le patient qui arrive à l'hôpital en sortant ait un meilleur état de santé. En aucun cas, nous devons aggraver sa santé. On sait que l'eau et l'électricité y contribuent beaucoup. Après, ce qui suit, c'est l'hygiène. Si l'environnement est sale, l'environnement n'est même pas accueillant, est-ce que je me sens en sécurité? Les toilettes qui repoussent. Est-ce que je me sens en sécurité? En réalité, le gouvernement est en train de nous mettre la pression qu'il faut pour tutoyer les normes. Et nous devons
Parce que ce que nous avons de plus cher, ce n'est pas nos comptes en banque, c'est notre vie. Et par conséquent, on souhaite continuer à tricher avec la vie. Qui triche? Les gouvernants ou bien la population? Mais nous tous. Nous tous. Nous tous, nous trichons. Si au lieu d'aller aux soins, ou là où je dois aller, je traîne, je triche avec ma vie. Si au lieu de participer à ma prise en charge, je préfère venir faire le pauvre à l'hôpital, et le soir, je suis capable d'aller boire pour 15 000, 17 000, on voit ça à l'hôpital. Hein. Ah bon? Ah oui, bien sûr, c'est fréquent. Quelqu'un vient. Dites-nous, expliquez-nous. Je vais vous donner ça m'intéresse, allez-y. Des exemples. Oui, allez-y. Quelqu'un vient, oui. On a fait accoucher sa femme, il vous dit, j'ai pas l'argent pour payer. Peut-être une facture de 11 000 ou de 9 000. Mais au même moment, il va acheter à boire à ses amis. Il va même acheter à boire aux agents de santé. Mais il refuse. Il refuse de payer. C'est pour ça que je dis. Mais ça, c'est la mauvaise foi. Voilà, et ça, c'est fréquent, malheureusement. Donc, c'est pour ça que je dis, nous devons tous participer. Chacun a sa partition à jouer pour la mise en œuvre de la mesure gouvernementale. D'accord. Alors, on parle aussi d'accélération du programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours. Ça veut dire quoi? Vous savez, la vraie santé, c'est quand la maladie ne survient pas. D'accord. Et nos 1000 premiers jours sont très importants. Et quand il y a certaines déficiences... C'est 1000 premiers jours, oui. C'est la naissance, c'est ça? Oui, la naissance. Okay. Donc quand il y a certaines déficiences, certains manques, cela peut générer des tares. On a compris que la supplémentation dont il a été question aide non seulement à conserver ou à prévenir des maladies, mais sur le plan cognitif, permet à l'enfant qui va à l'école de pouvoir être éveillé et d'apprendre. Nous voulons bâtir une nation, nous voulons avoir un pays puissant, mais c'est sur les hommes que nous allons compter. N'oubliez pas que dans le gouvernement précédent, on a institutionnalisé l'alimentation à l'école. Après évaluation, ça ne suffit pas, puisqu'il y a déjà un gap depuis la naissance. Donc, on fait cette supplémentation pour être sûr que l'enfant, dans ses premiers jours de vie, a eu les nutriments nécessaires pour un développement harmonieux. D'accord. Alors, comment ça va se faire? Je veux bien savoir. À la naissance déjà, l'hôpital est là pour accompagner, c'est ça? Déjà à la naissance, l'hôpital est là pour accompagner l'enfant, qu'il soit malade ou pas, non pas de consultation d'enfant sain. Il est évalué, une supplémentation quand elle s'impose, on lui donne des compléments alimentaires qu'il prend au fur et à mesure il est évalué. Quand il va à l'école, on continue avec la phase d'alimentation scolaire jusqu'à qu'il ait ses 1000 premiers jours. 1000 premiers jours, ça fait environ 3 ans. Voilà. Donc au cours de cette phase, son alimentation est suivie. Parce que vous savez, vous le savez mieux que moi, le tout premier médicament le meilleur, c'est l'alimentation. C'est ça. Donc on veut s'assurer que nos enfants, qui est l'avenir du pays, ont les meilleurs médicaments qu'est l'aliment dès le départ. D'accord. Mais quelle structure va s'en occuper? C'est toujours l'hôpital qui fait tout ça ou bien quoi? Pour l'alimentation, cela est mis sous l'autorité de l'Agence nationale de l'alimentation, de la nutrition, qui ne peut pas agir seul. Agit bien sûr avec les hôpitaux, les formations sanitaires périphériques, surtout les hôpitaux et également l'école. Donc c'est tous ceux qui ont en charge la vie, qu'elle soit sanitaire, sociale, tous ceux qui ont en charge cette vie, qui vont contribuer à la mise en œuvre de la mesure. D'accord. Souvent on dit que un enfant de 0 à 5 ans, c'est la période pour vraiment se constituer, se préparer pour affronter les défis de la vie. Alors, comment on prépare les parents à cette philosophie-là, à cet idéal? Comment on fait? Qui doit s'en occuper? C'est l'État ou bien je veux savoir. L'État, c'est vous et moi. D'accord. Nous, on a peut-être eu beaucoup plus de chance et la clémence du ciel que nos parents, sans ces informations, nous donnaient à manger. Encore peut-être que ce qu'on nous donnait à manger était encore beaucoup plus riche que ce qu'on donne maintenant. Beaucoup plus riche, beaucoup plus sain. Beaucoup plus sain. Oui. Voilà. L'environnement dans lequel nous vivons a beaucoup évolué. Donc il faudrait prendre en compte un certain nombre d'éléments. Et pour mieux répondre à votre question, qui doit s'en occuper? C'est tout le monde. C'est ça. Et
c'est pour ça que, d'abord, celui qui s'occupe plus de l'enfant, c'est bien sûr la mère. Le programme s'imbrique. Si la mère n'est pas allée suffisamment à l'école, la fille du moins n'est pas allée suffisamment à l'école, elle ne comprendra pas. C'est pour ça qu'il y a forcément le programme toutes les filles à l'école. Et je crois également que dans les programmes scolaires, la formation ou des informations ou la sensibilisation sur la nutrition doit exister pour faire comprendre à tout le monde, comme vous l'avez dit, que nos 5 premières années sont importantes pour le développement psychomoteur de l'enfant et par conséquent, cet enfant, au cours de sa phase de développement, doit avoir tous les nutriments nécessaires pour un développement harmonieux. D'accord. Une consultation simple avant de poursuivre cette émission. Donner bien à manger à un enfant, ça veut dire quoi? Vous êtes médecin, dites-nous. Je ne suis pas pédiatre. Non, je pense qu'il y a je ne vais pas dire des protocoles, mais on nous a appris tout au départ qu'un enfant doit avoir la ration de protéines qu'il faut, la ration de lipides qu'il faut, la ration de glucides qu'il faut. Il ne faudrait pas qu'il y ait déséquilibre alimentaire. Quand il y a déséquilibre, il peut y avoir insuffisance ou déséquilibre alimentaire. Tout ça là est préjudiciable pour la vie. Donc il y a des normes qui sont requises et les infirmiers, les servants qui s'en occupent connaissent encore mieux que moi le protocole. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous pour ces explications. Alors, si on suit l'orientation donnée aujourd'hui par le gouvernement en mettant à disposition ces ressources-là, quel est l'impact réel qu'on aura? Vous projetez dans combien d'années? Pour les 7 ans, les 7 ans pour nous dire qu'est-ce qu'on aura à la fin. La vie d'un pays ne s'arrête pas en 7 ans. D'accord. Nous aurons le temps d'évaluer. Aujourd'hui, quand vous regardez les réseaux sociaux, il y a des images qui passent où on dit le petit chinois dès sa naissance, on lui apprend à assembler les pièces, on lui apprend à manipuler l'électronique. Il est en train de fabriquer pour demain. Comment nous on fabrique les nôtres pour demain? C'est là où la question. Puisque nous voulons être un pays de merveille. Si nous n'avons pas des hommes merveilleux, on n'aura pas un pays de merveille. D'accord. Ben justement, donc nous préparons la génération à venir à avoir tous les atouts, tous les rudiments nécessaires pour répondre aux besoins. Donc nous parlons de la santé, il y a forcément d'autres programmes qui vont être mis en place pour le développement harmonieux de la génération qui demain aura les autres fonctions, au moins nous serons avec nos cannes. Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, si vous regardez de près le système sanitaire de notre pays, avec l'annonce de comment dirais-je, de ces subventions, de ces dotations et autres, vous êtes content ou bien vous êtes préoccupé? Peut-être les deux. Allez-y. Content, pourquoi? Parce que le gouvernement n'était pas obligé de donner une dotation, mais c'est pour que ça aille très vite que le gouvernement s'est senti obligé de faire cet apport pour permettre à ce qu'on démarre tout de suite. D'accord. Préoccupé parce que c'est une responsabilité. D'accord. C'est une mesure du président depuis qu'il était candidat et c'est une décision dans ses premiers jours de fonction. C'est une responsabilité que personne n'a droit à l'échec. Que nous devons tout mettre en œuvre. Toute notre intelligence, toute notre énergie, tout notre savoir-faire pour la mise en, pas seulement pour la mise en œuvre effective de la mesure, mais pour qu'elle soit faite avec zéro faute. D'accord. Le diable peut surgir d'où? Le diable est toujours au marché, il peut survenir. Il peut venir à tout moment. Non, le diable, c'est que... En fait, je vous amène juste à situer vraiment le point central de responsabilité pour la mise en œuvre de ce programme. Je comprends bien. Aujourd'hui, on a la chance, on a une structure sur base qui se bat et qui a tous les intrants. Le gouvernement a mis des moyens. De ce côté, on a moins de crainte. Les agents de santé sont assez sensibilisés. Et c'est vrai que parfois on a une image négative qu'on projette de notre absence d'humanisme, de notre absence d'empathie. Davantage les gens sont sensibilisés. Les difficultés vont, à mon avis, être à 2 niveaux. La première, c'est la gestion efficace des intrants. Qu'on soit sûr que les intrants mis en place ont été effectivement utilisés pour le patient X, qui n'aime pas de déviance, qui n'aime pas de détournement, qui n'aime pas de surfacturation, qui n'aime aucune manipulation, quelle qu'elle soit.
Deuxième niveau de difficulté éventuelle, et je pense que la population béninoise va nous accompagner, les leaders religieux, les élus locaux, c'est quand on a des gens de mauvaise foi qui ne veulent pas, comment dirais-je, payer ou honorer les factures. Donc c'est ces deux niveaux de difficulté et on les a déjà analysés, soyez-en rassurés. On travaillera même pour une digitalisation du système. D'accord. Pour permettre une traçabilité. Et cela, sans cette traçabilité, nous ne pourrons pas faire un bon suivi, une bonne évaluation de la mesure. D'accord. Merci beaucoup à vous pour ces réponses. Alors, quand est-ce que le Bénin viendra à un niveau où on peut dire spontanément, quand j'ai un problème, je vais à l'hôpital, on me soigne d'abord et le reste on gère après? Je peux me permettre de poser une question? Allez-y. Monsieur Naoum paye combien pour son assurance maladie? Bon, moi je suis un agent au niveau de la mairie de Cotonou. Et donc, tant mieux. Nous devons, c'est pour dire quoi, individuellement ou avec le niveau de notre pays, nous devons tous travailler à ce que cette mesure d'assurance obligatoire devienne effective. Parce que personne n'a 10 millions ou 2 millions dans sa poche, se balade avec. Un problème de santé peut survenir à tout moment. Donc, nous n'inventons rien. C'est surtout l'assurance maladie. Et là, c'est un stress de moins qu'on note de notre vie. C'est qu'à tout moment, je vais à l'hôpital, on va me soigner. Le reste ne revient qu'à l'hôpital, qui doit disposer également à tout moment de tous les moyens pour soigner. Parce qu'à l'hôpital, en tant que médecin, nous n'avons pas obligation de résultat, nous avons obligation de moyens. Et nous devons mettre tous les moyens. Vous n'avez pas obligation de résultat? Non. On a obligation de moyens. Expliquez-nous. je veux savoir. Quand on dit ça fait tiquer un peu. J'ai un malade qui est dans une situation difficile. Oui. Si à la fin du processus, j'arrive pas à le sauver, je n'aurais pas forcément fait une faute. Mais si j'aurais fait une faute, je n'ai pas mis tous les moyens en œuvre pour le sauver. Donc ça veut dire quoi? Étant donné que nous avons un contrat tacite avec le patient ou le futur patient, l'hôpital doit disposer à tout moment de tous les moyens. On ne dira pas il nous a manqué ceci. Pourquoi il vous a manqué ceci? Là, vous êtes en faute. On a l'obligation de mettre en œuvre tous les moyens. Donc vous êtes impuissant quand il n'y a pas de moyens. Oui, nous sommes impuissants. Mais Dossou peut quand même mettre la main à la poche, non? On a pour sauver rapidement et bon. Je vous dirais, c'est pas ça notre mission, mais encore que. Oui, vous faites. Mais c'est fréquent dans nos hôpitaux où les gens de santé se cotisent entre eux parce que l'urgence est là. Et tant qu'on ne va pas trouver les moyens, la personne va mourir. Et rassurez-vous, quand un agent de santé paie un patient, vous ne pouvez pas savoir la tristesse à nos propres. On ne le fait pas montrer, mais chacun, comme on le dit, a sa tristesse intérieure. Vous coulez des larmes, c'est ça? Moi, en tout cas, il m'est arrivé de couler des larmes. Et je sais que cela est arrivé à beaucoup de collègues également. C'est ça. Donc on se dit, mais je suis impuissant, ou j'ai été impuissant. Ça arrive. C'est ça. Malheureusement. D'accord. On va donner la parole à nos auditeurs qui certainement ont des questions à vous poser. Donc le standard, je le rappelle bien, le standard est à présent ouvert. 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 113. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp sur le 50 52 52 113 si vous ne trouvez pas la ligne. Quelqu'un est là. Bonjour à vous. Et moi, c'est Taoufik Akoulouparan. D'accord, nous vous écoutons. Je vous appelle depuis Godomé, quartier Fignon. D'accord. Et je salue beaucoup votre invité et bonjour monsieur le docteur. Bonjour monsieur Taoufik. Voilà, et vraiment, le journaliste il a bien fait de vous inviter sur le plateau ce dimanche. Et parce que nous voulons comprendre beaucoup de choses. Et surtout la compréhension quand le citoyen, il n'a pas tout ce qu'il faut et tous les débats qu'il faut autour de lui, il comprend mal et il se jette dans la nature. Commencez par distribuer de fausses informations. Et je vous vois vraiment compétent. Et par rapport à cet exercice auquel Naoum vous a soumis, et je vous tire un coup de chapeau. Et le reste, le président Wada, il a commencé de joindre l'acte à la parole par rapport à tout ce qu'il a eu à retracer quand il battait campagne. Et
même dans son projet de société. Nous allons lui souhaiter une longévité. Et le domaine santé, c'est un domaine très vaste. Et vous venez de dire tout à l'heure, quand Naoum voulait vous amener sur le champ des pédiatres, vous aviez en même temps dit que vous n'êtes pas un pédiatre. Et je suis vraiment content par rapport à cette réponse. Le reste, le président Wadaï, le volet assurance maladie doit être dans le même temps lancé. Si un Béninois, c'est 10 000 ou bien 15 000 doit payer en un an, il faut qu'on établisse en même temps, c'est-à-dire cette manière, cette initiative de voler assurance, parce qu'il ne faudrait pas que dans le processus, même si vous n'avez pas de l'argent, on vous soigne d'abord. Il ne faudrait pas que dans 3, dans 4 ans, on puisse nous dire que l'action a commencé par connaître c'est-à-dire, et ne s'évolue plus, quoi. C'est ce que je voudrais dire. On lance le volet assurance maladie. Et même si c'est 15 000 par citoyen, la personne ici, là, 2 000, on met une plateforme en place. Et l'intéressé, il peut même payer. Dès qu'il finit de payer, il doit avoir une carte d'assurance maladie. Ce qui prouve qu'en même temps qu'il arrive dans les hôpitaux, le reste, là, il n'y a pas de débat autour. Ça, c'est une suggestion, c'est une proposition. On lance le volet assurance maladie aussi, en même temps pour les citoyens qui sont déjà en position de commencer par payer petitement. Et dans 6 mois, 9 mois, ils peuvent déjà ce truc-là. Monsieur Honoré, j'en ai fini. Merci et bon dimanche. Bon dimanche à vous. Merci beaucoup à vous, Taoufika Klopano. On prend un autre intervenant. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, Yamidi Koumagnon. Naoum. Je salue monsieur Ange Dodi Dossou. Bonjour. Bonjour, monsieur Koumagnon. Moi, je dirais que les médecines hospitalières ne sont pas aguerries pour faire face à la médecine hospitalière au Bénin. Le gouvernement apporte ses fonds. Est-ce que les ressources humaines sont disponibles pour répondre à cette demande? Et je dis que ces fonds et ces produits ne seront pas détournés à d'autres fins. Puisque le gouvernement de fait avait préparé des kits dans des hôpitaux, dans des centres de santé. Et ce n'était pas efficace. Je sais ce que je dis parce que j'ai été victime le 8 juillet passé. Ma petite fille est décédée à Lomel. Je suis arrivé, on me demande d'aller acheter des produits. Le moment d'acheter, de leur remettre, d'aller prendre de l'argent encore à la maison, ma fille est décédée. J'étais tellement touché à Lomel. En cas de qu'est-ce qu'il y a? En cas de qu'est-ce qu'il y a, on va se plaindre à qui? À l'administrateur de la santé ou à la police? Est-ce qu'il ne faut pas créer les cabines pour recevoir les patients et les parents? De les renvoyer. Créer des cabines pour recevoir les femmes et leurs maris pour accoucher. Changer de paradigme au niveau de la santé. Le patient vient à l'hôpital, on lui demande est-ce que c'est sur rendez-vous? Est-ce que c'est sur rendez-vous? Pourquoi ça au Bénin? Et on décourage les patients, on décourage même les parents. On vient prendre l'argent, on ne fait pas le travail correctement. Ce n'est pas normal. Les médecins sont en train de tuer les patients. Ah bon? Non. Comment vous pouvez dire ça? Les médecins sont là pour sauver les patients. Ils sont là pour faire le contraire chez nous. Ah bon? Parce qu'une fois amener les malades à l'hôpital, oui. ils sont
abandonné sur les brancards ou bien comment on appelle. D'accord. Vous pouvez dénoncer ça, mais vous ne pouvez pas dire que les médecins sont là pour tuer les malades. C'est pas bien. Je retire alors D'accord. cette phrase. Merci. Parce que on est découragé, monsieur Naoum, monsieur Dossou. On nous dit amenez vos malades à l'hôpital. On nous décourage. D'accord. Les parents sont découragés, les patients aussi. Quand on amène un patient, normalement on doit lui toiletter. D'accord. On a compris. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie. Je vous rends l'antenne. D'accord. Bonne journée à vous. Bonne journée dominicale à vous, Liamili Koumayon. Quelqu'un est là, on va le prendre. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Sébastien Yonkoso, c'est ça? Oui, Sébastien Yonkoso. Et je salue votre invité. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Sébastien Yonkoso. Merci beaucoup pour vos amples explications. Nous vous avons suivi religieusement comme à l'église. Mais il y a un point que je ne vous ai pas écouté parler, afin de dialyser. Au Bénin, la prise en charge des patients dialysés a fait l'objet de vifs débats à l'Assemblée nationale où les députés, toutes tendances confondues, ont plaidé pour une plus grande accessibilité financière de ces soins, la prise en charge des dialysés. C'était le 4 juillet 2024. Ils ont proposé beaucoup de choses, mais jusqu'à aujourd'hui, rien ne bouge. Que pense le gouvernement de Romuald Wadaye sur ce point? Parce que nous entendons beaucoup de milliards qui sont envoyés maintenant dans les hôpitaux. Et les dialysés, est-ce que vous avez fait un tour? Vous voyez la souffrance des parents des dialysés? Parce que si vous avez de l'argent n'importe comment, vous ne pouvez pas supporter le coût. C'est pour cela plusieurs pays, que vous le savez bien, vous êtes médecin, et la prise en charge est une réalité dans plusieurs pays. Et pourquoi pas le Bénin? Les autres ont fait. Depuis septembre 2018, le gouvernement a suspendu ça, les gens sont... Bon, quel mot je vais employer pour ne pas blesser? En tout cas, qu'en pense le gouvernement? C'est un oubli. Oui, j'ai vu ici la page Facebook du président qu'il est en train de penser à ça ou bien il a quelque chose, mais c'est page Facebook. Je ne prends pas ça comme une vérité d'évangile. Page Facebook, moi je fais très attention de ce côté, mais je vous dis, attire votre attention sur ça. Et je n'ai pas oublié de saluer le gouvernement pour tout ce qu'il fait au niveau de la santé. Il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de la santé. Donc c'est bon, mais afin de dialyser là, c'est nécessaire. Dépenser plus de 240 minutes dans une semaine par un parent, ce n'est pas fait. Je vous en prie. Merci, c'est ma seule préoccupation. D'accord. Merci, bonne journée à vous. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Oui, bonjour. Yakovi. Merci mon frère. Sois béni et bon dimanche à tous. D'accord. Monsieur Honoré Benjamin Naoum et son invité. Nous sommes très contents de la décision du gouvernement de M. Romuald Wadaye par rapport lorsque tu es souffrant et tu es vraiment souffrant, on te prend en charge d'abord avant de te faire des factures. C'est une bonne chose. Mais nous sommes inquiets, très inquiets. Est-ce que après avoir fini de te soigner, les factures ne seront pas gonflées? Vous savez mieux que moi que nous sommes en Afrique et en particulier au Bénin. C'est mon inquiétude. Je quitte là, je vais encore rapidement vous tenir informé que l'œil du médecin, c'est l'analyse. Pour moi, si le président veut prendre des décisions par rapport au social des malades, je pense qu'il doit prendre en compte l'analyse. L'analyse est très importante. Et on demande à un patient de payer 12 000, 15 000 pour l'analyse, 20 000 pour l'analyse. C'est grave. C'est ce qui rend plus malade encore la population béninoise. Les gens sont malades, ils sont chez eux à la maison. Parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'hôpital et on va les demander de payer une analyse de 12 000, c'est compliqué. Or, c'est l'œil du médecin. Je pense que cette subvention-là, on doit prendre la subvention de l'analyse. C'est très important. Et après avoir fini de prendre cette décision-là encore, il faut prendre la subvention des médicaments. Si on ne prend pas cette subvention et on nous demande d'aller à l'hôpital et après avoir fini de te traiter,
c'est là que tu vas payer. Moi, je pense que non, c'est trop facile. Ce n'est pas agréable pour moi. D'accord. Je sais que c'est du social, mais ce social-là, ça va encore compliquer la tâche. Prenez comment on appelle ça, des subventions, et ça va faciliter la tâche à tout le peuple béninois. Merci, agréable. Merci. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. On prend un autre bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui. Bernardin Fabi, c'est ça? Oui, depuis Zobo. D'accord, nous vous écoutons. Je salue l'invité et merci beaucoup pour sa présence. Oui. Bon, ma question. Oui. Par rapport aux mesures que le gouvernement a prises pour les malades, et un patient qui est traité à la maison, faute de moyens, et qu'il voit que ça ne va pas, qui se rend à l'hôpital. Et après le traitement, on lui donne facture. Il n'a pas les moyens de payer. Quel sera son sort? Ou bien ce patient a la moitié qu'il a payé. Comment il va procéder pour le reste du paiement? Ensuite, dans le privé, est-ce que cette mesure-là est aussi élargie vers le privé? Et maintenant, pour les points reculés par rapport au village, tout ça où on connaît leurs moyens à peu près, est-ce que c'est les mêmes taux qui seront appliqués à ceux du village ou bien des points reculés du Bénin? Et aussi pour finir, les dialysés, ne les oubliez pas. Merci à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Quelqu'un d'autre est là? Oui, mon cher Alain Foucault Naoum. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège et protège ton invité à qui je donne 10 000 comme point ce matin. D'accord. Merci, pour cette explication sur le plateau. Continuez à nous inviter, les invités de ces gens-là pour informer la population et rester en contact avec la population. La plupart des analphabètes comme que nous sommes. Monsieur Naoum, oui. Nous demandons beaucoup à l'État. Mais comment nous contribuons dans les caisses de l'État? Quand je prends un individu, M. Naoum, qui prend son bidon, qui est salade de blé pour aller chercher Payo au Nigeria, et l'État a installé des stations ici où ils ont recruté des Béninois et les mettre au travail et payer les taxes qui vont servir à ce que nous constatons aujourd'hui là pour nous rendre la santé gratuite au moins à 90%. Si nous ne contribuons pas là, parce que si les caisses de l'État ne sont pas bien renflouées, l'État ne peut pas prendre cette décision-là. Donc il faut qu'on explique à nos populations ce que nous faisons pour arriérer la caisse de l'État là, nous devons changer de comportement. Pour qu'il y ait des ressources qui vont nous permettre à l'État de continuer à nous faire du social comme nous constatons que nos enfants mangent gratuitement à l'école, où la scolarité aussi est prise en charge maintenant du pays jusqu'en terminale. Donc expliquons notre population, parce qu'ils voient beaucoup de choses qui n'arrangent pas le pays. Et je vois là les décisions prises, M. Naou, pour la santé. Quand je vois la plupart de ces médecins qui sont comme toi, portable en main, TikTok à longueur de journée où le patient est là, quand tu as le palu, il meurt même avant les soins. Les numéros verts en masse là, que ça puisse fonctionner pour qu'on sanctionne. Ils ont prêté serment. Maintenant, j'ai écouté bien les explications du porte-parole du gouvernement hier, encore sur la scène nationale avec celui de la santé. Ils ont donné toutes les explications. Que la population ne pense pas que parce qu'on a dit gratuité là, que c'est tous les soins qui sont gratuits. On a dit, c'est quand la personne est disons, à 5 minutes de la mort que c'est pris en charge. Ils doivent comprendre. Donc, mettez la main à la poche. Ne pensez pas que l'État a dit gratuit là, que je viens seulement à financer là, j'ai un petit genou cassé là où il n'y a pas hémorragie ou bien chose là, que l'État va prendre ça en charge quand ils ont dit gratuité. Donc, comprenons ça. Donc, je continue de dire, le dialysé, par exemple, ils ont donné toutes les explications hier là. Même que c'est le BD, concernant le kit des dialysés là, que c'est le BD qui est champion même en ça dans tous les pays de la sous-région et même en Europe. Le kit est beaucoup plus meilleur ici
qu'ailleurs, qui lance le défi. D'accord. Donc, nous, population, tout ce que nous demandons progressivement, et que ces choses-là puissent être prises en compte par l'État, mais nous-mêmes, nous devons contribuer et changer les vieilles habitudes-là. Tout ce qui va gérer la caisse de l'État-là, contribuons à ça. Et l'État va nous aider. C'est ça aussi le social. Merci. On prend un tout dernier intervenant avant de revenir au plateau. Bonjour. Allô, bonjour. Allô. Oui. Oui, mon cher Naoum, bonjour. Oui, bonjour. Valentin Ayonon. Oui, merci beaucoup. Je dis bonjour à notre invité. D'accord. Oui. Je vais commencer par où mon cher Chaudaton a terminé. Et c'est la question des dialysés, mon cher Naoum. Nous sommes des malades ambulants. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Je me rappelle très bien au temps du président Yahi, il y avait des mesures sanitaires qui avaient été prises pour assister nos dialysés. Aujourd'hui, dans le projet de société de notre président Wadaï, on a vu nulle part où les mesures, aucune mesure concernant les dialysés n'a été prise. Moi, je voudrais lui demander de faire tout possible, de voir dans quelle mesure prendre des dispositions quand même pour assister nos dialysés. C'est très important. Ma deuxième préoccupation, mon cher Naou, vous savez, quand vous allez à l'hôpital, la première des choses que vous faites, c'est la consultation. Et ce qui s'ensuit, c'est les analyses. Nous savons très bien que dans nos hôpitaux, même les hôpitaux de référence, on vous demande certaines analyses ou on vous demande de venir chercher les résultats demain ou après, même demain, voire une semaine, 2 semaines. Alors que votre malade est là, souffrant sur les lits d'hôpital. On nous parle des mesures sanitaires. Qu'est-ce que nos hôpitaux, comment on va faire pour que les patients qui sont dans la souffrance n'attendent pas aussi longtemps pour avoir leurs résultats d'examen, des analyses, sur tout ça. Je vous remercie. D'accord. On revient au plateau. Merci beaucoup à vous. Alors, Docteur Dossou, vous avez suivi un temps soit peu, vous avez fait les notes avec nous. Il y a Daoufik Aklopano qui a parlé bien entendu de vos passages à l'antenne qui permettent quand même de chasser un peu les fausses informations. Et il parle de volet assurance maladie, qu'il faut déployer ça en même temps. Merci M. Naoum, et une fois encore merci à tous les auditeurs. D'accord. Merci à M. Taoufik qui nous encourage, je dirais, et qui rappelle, et je l'ai dit le long du débat tout à l'heure, l'obligation à la couverture sanitaire universelle, c'est comme ça nous l'appelons, que vous aviez plusieurs décrets qui dit qu'à l'horizon, c'était janvier passé, que l'assurance maladie doit être obligatoire. Ce n'est pas aussi toujours facile, même dans les pays les plus avancés. Nous devons tous continuer, surtout que le décret, pas même le décret, il y a eu la loi et le décret, que nous travaillons à organiser l'activité pour que l'assurance, la couverture sanitaire universelle devienne vraiment une réalité. Ça va régler énormément de problèmes. D'accord. Ça va régler énormément de problèmes. On n'aura plus peur d'aller à l'hôpital. Mais il faut faciliter la procédure pour mettre tout ça en place, non ? Parce que vous avez des structures aujourd'hui qui ont du mal à mettre, par exemple, l'assurance maladie, alors que bon, c'est ce qui est recommandé. Oui, et je ne sais pas quelles sont les difficultés au niveau de cette structure, mais nous, à l'hôpital, on ne demande que ça. C'est ça. Parce que ça nous facilite la tâche. Nous avons tout à disposition et on travaille. Mais les factures, au ministère, on peut mettre un mécanisme pour accompagner, non ? Pour accompagner les structures, même les entreprises privées et autres, les accompagner, les booster un temps soit peu pour que la couverture sanitaire soit. C'est pas qu'une mesure du ministère, c'est une mesure à l'échelle du pays. D'accord. À toutes les institutions. Donc je pense quand même qu'il doit avoir un coup d'accélérateur bientôt. Mais ça veut dire pendant 2 ans que la loi a été prise, si je ne me trompe pas. Donc on va pouvoir mettre un coup d'accélération pour que cela devienne effectif. Si cela n'est pas devenu automatiquement effectif, est-ce que forcément il y a des rouleaux d'étranglement, des difficultés à certains endroits ? Et nous n'allons pas attendre cela avant de prendre en charge des urgences, surtout celles qui sont vitales. D'accord. Il y a, comment dirais-je, parce qu'il a parlé aussi de cartes d'assurance maladie disponibles, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Oui, ça rentre, c'est important. Tout à l'heure, vous avez dit, vous m'avez demandé quand est-ce que le diable
viennent au marché, il y a la question d'identification des patients. Il y en a qui ont le cas d'assurance, H, mais qui viennent à l'hôpital qui n'en ont pas, qui n'ont jamais été enregistrés, parce que c'est pas d'autres considérations pour suivre la crête. On veut rappeler à la population que c'est cette carte d'assurance qui leur permet à ce qu'on les prenne en charge automatiquement pour tout type de pathologie. Mais la mesure dont nous parlons ici, qu'il est cas d'assurance ou pas, pour les urgences vitales, c'est automatique la prise en charge. D'accord. Systématique. J'ai un contact, bien entendu, dans le domaine sanitaire. Ils ont piloté un certain nombre de projets à l'intérieur du pays. Mais quand on a commencé à parler d'assurance maladie, dans certaines localités, les gens disent on ne cotise pas pour la santé, que c'est proscrit. Quand tu commences à cotiser pour la santé, c'est comme si toi-même tu amènes la maladie. Comment vous travaillez à rejeter des idées comme ça? Je pense que comment nous travaillons, j'allais dire, puisque vous-même vous serez embarqué à travers des émissions, nous n'avons pas encore cette culture. On cotise même parfois pour des funérailles dans ce pays. On cotise pour beaucoup de choses. Mais ce que nous avons de plus cher, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore cotiser. Parfois, tu as un malade, tu lui prescris, il est hypertendu, tu lui prescris son médicament anti-hypertenseur qui coûte peut-être 9 000 ou 8 000 le mois. Il va dire, docteur, c'est cher. Mais la même personne, quand il est en boîte, on sait ce qu'il fait. Nous avons un problème social-culturel. Je pense qu'on va solliciter l'avis des sociologues, des anthropologues pour nous aider à travailler sur. Et puis bon, nous sommes tous embarqués. On va travailler là-dessus pour que les gens sachent que ce que nous avons de plus cher, c'est notre vie. Et nous devons pouvoir apprendre des mesures. D'accord. Liamidi Koumayon, il dit médecine hospitalière au Bénin. Il doute de votre capacité. Je le comprends. D'accord. Mais je veux bien lui faire comprendre qu'il a tort. Que malgré nos difficultés, malgré nos insuffisances, même malgré nos errances, on travaille matin, midi et soir. Si vous venez au ministère de la Santé, vous allez voir la vitesse et la pression à laquelle nous travaillons. Parce que je vous ai toujours dit, c'est la vie, on ne sait attendre. Et il y a quelques déviances. Et il fait très bien d'évoquer la question des ressources humaines. Il n'y a pas de richesse, il y a de richesse que d'hommes, disons-on. Et je vous ai dit tout à l'heure, après les infrastructures, ce qui suit, c'est la ressource humaine. Ils sont formés pour, on les forme davantage. Et bien même, avant que la mesure soit prise, on a essayé déjà de dévancer la question des ressources humaines au ministère de la Santé. N'oubliez pas, je vais aborder rapidement 2 points, que le gouvernement président nous a accordé 3000 places. Je l'ai jamais vu. On en a recruté, je crois, autour de 1600 ou 2000, je n'ai pas les chiffres en tête, et on va encore recruter à davantage. Mieux, on a spécialisé le personnel. Autrement dit, c'est vrai que tout médecin, tout agent de santé est habilité à prendre les urgences. Mais pour spécifier, nous avons envoyé des gens en formation d'urgence. Depuis cette année, ça fait la 3e promotion. Il y a 20 bourses qui sont offertes chaque année pour les médecins et 20 bourses qui sont offertes pour les paramédicaux, infirmiers et sages-femmes pour aller faire la médecine d'urgence. La formation pour les paramédicaux, c'est 2 ans. On a la première promotion qui est prête, qui est en train d'être déployée. Les médecins, c'est 4 ans, donc ils sont en 3e année. Donc les ressources humaines sont en train d'être formées davantage. Il a également parlé des détournements, je pense que... détournement des intrants. J'en ai parlé tout à l'heure pour dire que c'est l'un des difficultés qu'on peut rencontrer, mais on travaille à ce qui n'est pas cela. Aucune facture ne sera gonflée, parce que l'argent ne rentre pas dans la poche de l'individu. Donc on va digitaliser davantage pour qu'il y ait une traçabilité et que tout ce qui soit fait soit fiable. Je profite d'ailleurs pour lui présenter mes condoléances, parce qu'il a perdu sa fille au jumelles le 8 juillet. Je ferai 2 petits commentaires. Tout à l'heure, dit le temps d'aller à la maison chercher l'argent. C'est tout délai, au fait, qu'on veut réduire, qu'on veut ramener à 0 minute. Mais aussi, on ne peut pas obligatoirement dire sans avoir fait l'investigation que c'est parce qu'il n'a pas vite amené l'argent que l'enfant est décédé. Donc, je connais le jumelle par cœur. En matière de pédiatrie, on ne sait vraiment pas attendre, même quand le parent n'a pas les moyens. D'accord. Il dit en cas de plainte. Voilà, justement, le ministre de la Santé l'a rappelé. Il a donné le numéro
WhatsApp du ministère sur lequel toutes les plaintes sont déposées. C'est le 01 91 44 44 41. C'est le ministre même qui gère les plaintes de 24 heures sur 24 et répond ces données en même temps. Mieux, s'il a accès à l'administration de l'hôpital, qui est encore plus proche du lieu où ils sentent qu'ils n'ont pas reçu les soins de qualité, ils ont l'altitude à se plaindre. D'accord. Est-ce que vous avez compris le volet où il disait qu'il faut mettre à disposition des cabines pour recevoir les... J'ai pas bien compris, j'avoue. Cabines, est-ce que c'est pour le confort du malade? J'ai pas bien compris. D'accord. La seule chose où l'un des derniers éléments... Parce que quand on va à l'OMEL, par exemple, on voit les parents sur la cour, les parents qui sont sur la cour, les malades qui sont les patients. Notre prière au ministère de la Santé, c'est que, disons, horizon 1 ou au plus 2 ans, qu'on n'ait plus à voir ça. Pourquoi on n'a pas besoin des parents à l'hôpital? On a besoin de personnel à l'hôpital. Vous déposez votre Parce qu'effectivement, quand vous allez à l'étranger, voilà, vous êtes seul. Il n'y a pas de garde malade. Ou s'il y a besoin de garde malade, l'hôpital prend les dispositions. Oui. Quand vous allez dans certaines cliniques privées, polycliniques également, c'est la même chose. Nous sommes en train de travailler. Vous pouvez rendre visite, mais après vous partez. Exactement. Donc nous sommes en train de travailler également sur cet aspect. On n'y est pas encore, mais rassurez-vous qu'on y en viendra très 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 bientôt. D'accord. Alors, il a parlé avec votre permission également des rendez-vous. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a 2 moyens d'admission à l'hôpital. C'est ça. Soit vous venez en situation d'urgence ou vous venez en consultation. La consultation, c'est sur rendez-vous, parce qu'il faut que ça s'organise. C'est ça. Mais l'urgence, vous venez, personne ne peut vous renvoyer. C'est ça. Mais quand vous venez, même si ce n'est pas une urgence, on vous examine d'abord. Et on vous dit, monsieur, ce n'est pas une urgence, on vous permet de prendre un rendez-vous pour venir. D'accord. Merci. D'accord. Il dit qu'il y a des patients qui sont découragés. 2. En allant à l'hôpital. Oui, je vous ai dit, il y a plusieurs facteurs de stress. Il y a le stress, c'est pas l'argent. Et quand on vient me dire, va payer d'abord, c'est un gros stress. Il y a, j'ai pas la qualité des soins que je veux. Ou l'agent de santé qui est en face de moi n'est pas aussi empathique pour compatir à ma douleur, pour comprendre. Parce que ce n'est pas que le médicament. C'est une banalisation de la douleur. On ne doit pas banaliser la douleur. Nous devons mieux communiquer. Nous devons mieux communiquer avec nos patients et ça, on l'apprend davantage. Mais autre chose, pour que les patients nous aident aussi. L'agent de santé... Éviter de faire semblant, c'est ça? Non, pas ça. L'agent de santé qui, au fond, j'aime utiliser ce mot militaire, est également un homme stressé. Il est également un homme stressé. Parce qu'il doit réussir sa mission. Il doit réussir. Et plus la pression, je ne vais pas dire agressivité, est forte, s'il n'a pas appris à se contenir, ça peut dégager. C'est pas que ça doit venir, mais on veut que les patients comprennent également que c'est une relation. Mais on ne doit pas insulter aussi les patients. Jamais. Ça arrive souvent. Ça arrive encore quelques fois, mais on est en train de travailler pour que cela n'arrive plus jamais. C'est ça. Nous sommes là pour les servir. Nous sommes là pour gérer leur situation de stress. Nous sommes là pour gérer leur douleur, leur maladie. D'accord. Sébastien Rosso focalise l'attention sur le sort des dialysés. Très bien, c'est vrai que ce n'est pas la question du jour. Mais je vais, tout comme le ministre l'a fait, rappeler un certain nombre de choses. C'est vrai que par le passé... À ce niveau aussi, il y a des urgences vitales, non? J'ai les deux. Oui, la dialyse n'a pas eu un soin d'urgence. D'accord. Mais dans certaines conditions, ça peut devenir soin d'urgence. Quelqu'un qui fait une intoxication aiguë, il faut une dialyse d'urgence. Ou bien un dialysé peut présenter des complications plus tard. Il peut faire une édème aiguë des poumons, il peut faire une anémie sévère, ça devient là une urgence vitale. Donc c'est forcément pris en compte. Mais pour les dialysés au Bénin, il faut dire qu'on a évolué. Avant, on n'avait que le CNHU et un service embryonnaire à Parakou. Mais aujourd'hui, on a le CNHU où on a revu tous les fauteuils. On a mis en place un système ouvert. Parakou a été refait. Porto-Novo n'avait pas un centre de dialyse. Abomey n'avait pas un centre de dialyse. Je vais raconter quelque chose que j'ai vécu personnellement, puisque j'ai participé à la mise en place des centres de dialyse de Porto-Novo, d'Abomey et la réhabilitation de Parakou. J'étais à Abomey quand notre première séance de dialyse, le patient se met à pleurer. Je crois que ça m'a donné la chair de poule. Dans sa vie, il n'a jamais imaginé qu'il peut se lever un matin, quitter chez lui, faire sa dialyse et rentrer. Parce qu'il était obligé de venir dormir à Cotonou.
de dormir à l'hôtel ou de quitter très tôt avec le risque que cela représente, finir et reprendre encore le chemin, ça lui prend au moins 24 à 48 heures. Il y a d'énormes efforts qui ont été faits. Avant, nous avons des kits totalement fermés. Maintenant, les kits que nous avons sont totalement ouverts pour réduire drastiquement le coût de la dialyse. Et comme l'a dit un de vos auditeurs tout à l'heure, la qualité de kit de dialyse n'est pas le même ici et ailleurs. Nous avons tout, on a même les médicaments qui sont soit ajoutés à l'insuffisance rénale ou qui sont même la cause de l'insuffisance rénale qui entrent dans nos kits. Est-ce que c'est si compliqué pour pouvoir mettre à disposition des unités comme ça dans tous les centres? C'est compliqué, c'est ça? C'est beaucoup de moyens. Ok. Et également des soins hautement spécialisés. Les fauteuils là? Les fauteuils. On n'a pas suffisamment d'argent pour traiter ça. Pas seulement les fauteuils, tout ce qui entre en compte. C'est assez lourd. Et on ne peut pas le faire un peu partout, ça va devenir difficile à gérer. Mais nous avons comme programme de le faire dans toutes les régions possibles. Là, on a fait Cotonou, Parakou. Dans les hôpitaux de zone. Les hôpitaux de zone, on va faire d'abord au niveau des hôpitaux départementaux. D'accord. Voilà, et puis on verra plus tard s'il faut aller au niveau des hôpitaux de zone. Voilà. D'accord. Il y a Bernardin Fabi. Mais je crois aussi que nous devons travailler davantage à la prévention des insuffisances rénales qui nous amènent au cas de dialyse. C'est ça. Et rapidement, vous dites quoi? Ben non, nous devons faire attention à ce que nous consommons comme d'abord médicaments. D'accord. Parce que c'est l'une des causes, première cause, médicaments tisane, que ce soit médicaments de la pharmacie occidentale ou médicaments. Les talopémies là. Les talopémies, on ne contrôle pas ce qu'il y a dedans. Et ça fait qu'il finit par réjaillir sur nos reins. Parce que nous avons 2 organes d'épuration, c'est le rein, c'est le foie. Tout ce que nous mangeons, ça finit par être épuré par là. Alors surtout le rein. D'accord. Talopémie, alcool, ce qui est blanc là, voilà. Avec ce qui est coloré par les plantes. Vous préconisez quoi? Ou bien vous ne préconisez rien? Rien. On ne doit rien prendre. Faisons beaucoup de sport, prenons assez de fruits, mangeons bien, mangeons sain. D'accord, merci beaucoup. Hugo Povy, il dit qu'il est content de la décision, mais il craint pour le gonflement des factures. Oui, je pense que j'ai abordé la question tout à l'heure. Il parle aussi de réduction du coût des analyses. Non, il a plutôt dit que l'analyse, et je le félicite pour ça, est un œil pour le médecin. Parce que quand il dit analyse, c'est les analyses au laboratoire ou les examens de radiologie, parce que nous cumulons les informations cliniques à ces informations complémentaires. Dans la mesure qui est prise actuellement, c'est vrai que le gouvernement, dans le relevé du Conseil de ministres, a dit on a mis 1 milliard pour les médicaments et les consommables, mais également un malade qui est en situation d'urgence vitale, s'il a besoin d'un examen pour mieux éclairer le médecin, l'examen sera fait immédiatement à travers un bon blanc. D'accord. Ça aussi, c'est dans l'offre. C'est dans l'offre également. Okay. Donc, il ne doit plus avoir peur que les examens dont le médecin a besoin en urgence qu'il ait. Et nous avons défini ces examens dont le résultat doit être rendu immédiatement dans les 30 minutes à 1 heure selon le type d'analyse. D'accord. Pour qu'ils aient rapidement les résultats. J'attaque un peu avec la préoccupation de Valentin Ayonou qui dit souvent il y a de retard. Vous faites l'analyse et ça prend du temps pour avoir le résultat. Ça dépend. Et le malade ne peut pas tout comprendre. Quand je suis c'est pas tous les examens qu'on peut faire en urgence. Quand vous venez un vendredi, on vous demande certaines analyses, on fera ce qui est possible dans l'urgence. Et l'autre, puisque ce n'est pas un résultat dont le médecin a besoin en urgence, va peut-être prendre Tout est possible aujourd'hui au Bénin. Je peux vous dire, en matière de biologie, tout est possible au Bénin. Tout. Les labos étaient suffisamment avec des réactifs de qualité. La preuve, c'est pour ça que le gouvernement a cerné le milieu et que c'est la SOBAPS, qui est la centrale d'argent, qui veille à tout ça. Parce que je peux être le meilleur médecin du monde, avoir fait le meilleur diagnostic, mais si les intrants que j'ai ne sont pas de qualité. Mais si les résultats là, obtenus, là, ça varie de Cotonou à Lomé, ça devient inquiétant, non? On entend souvent cette expression, mais on refuse de réagir là-dessus. Par contre, on ne compare que 2 choses comparables. Si j'ai ton échantillon de ça à 1 et je l'ai à 1,2, j'ai pas le même résultat. Donc quand je fais le trajet de Cotonou pour Lomé, le sang a déjà subi une modification. Ça dépend de plusieurs facteurs. Donc il faudrait contextualiser ces variations-là pour pouvoir savoir s'il y a erreur ou pas. D'accord.
Bernardin Fabi, lui, il est revenu sur l'incapacité de paiement après soins. Je crois que vous avez déjà répondu à ça. Et les centres privés également, vous en avez parlé. Les centres reculés, vous avez parlé de ça aussi. Et il a insisté aussi sur le cas des dialysés. Les réponses donc sont données. Paul Chaudaton nous appelle à un changement de comportement. Je pense qu'il a raison, c'est un changement de... Je vous ai dit tout à l'heure, tout le monde doit jouer sa partition. Le gouvernement vient d'envoyer la balle dans nos camps, surtout nous, agents de santé hôpitaux. Nous allons faire le maximum, tout ce qui est possible. Et on demande également à la communauté de jouer sa partition pour permettre aux agents de santé de donner des soins adéquats de qualité dans un environnement serein. D'accord. On va cibler tous les acteurs clés du système et vous allez donner des conseils. D'abord, je prends l'État même, d'abord. Parce que c'est bien de dire je promets 1 milliard, 10 milliards. Mais il faut mettre effectivement la ressource à disposition. Qu'est-ce que vous devez dire? Peut-être qu'on va vous inviter à voir si l'État met ou pas. Oui. Non, nous avons un État qui est de plus en plus sérieux et rigoureux. Je ne suis pas que je suis à un certain niveau que je le dis. Je vois et je comprends. D'accord. Ce n'est pas aux hôpitaux qu'on va distribuer l'argent. Non. Probablement, je ne connais pas encore le mécanisme, mais probablement que l'argent ira à la société qui est chargée de mettre les intrants à disposition. Puis les hôpitaux payaient au niveau de la SOBAP. Si la SOBAP a déjà un cash à son niveau, on n'a pas besoin que les hôpitaux payent, ils mettent à disposition et c'est que plus tard soit déduit dans le milliard ou que les hôpitaux vont pouvoir payer. Parce qu'une économie, il faut que ça tourne. Donc l'État, je dirais plutôt que l'État continue de supporter les hôpitaux, même si ça ne doit pas être obligatoire parce que les hôpitaux sont des établissements. Ils doivent pouvoir être fonctionnels et renforcer davantage le recrutement du personnel et la qualification du personnel. Et l'État le fait déjà, on l'encourage toujours. Quand on dit l'État, c'est en prenant bien sûr le gouvernement. C'est quoi? Voilà. Les agents maintenant les agents de santé. Je dirais qu'aux agents de santé... Parlez à vous-même, quoi. Voilà. Nous sommes face à nos obligations. Et nous devons le faire vaillamment, comme un soldat au fond. Je ne doute pas, ça je peux vous dire, du niveau de conscience des agents, même si parfois parmi nous il y a des brebis galeuses, du niveau de conscience et du niveau de détermination. Sur plusieurs groupes, j'ai déjà eu à échanger avec les collègues, ils sont heureux. Parce que c'était comme parfois si on les envoyait au front sans munitions. Là, les munitions sont là. Nos munitions, ce sont les intrants, les équipements. Les munitions sont là. L'essentiel, c'est la gestion de ces munitions, la gestion rigoureuse et pour une traçabilité fiable. Et également, je le répète, vous l'avez dit, l'empathie envers les malades. Les malades, quand ils nous voient, ils doivent se sentir sécurisés. C'est tout comme la police. Avant, quand on voyait les policiers, on fuyait. Mais de plus en plus aujourd'hui, on couvre parce qu'on se sent en sécurité. C'est pratiquement la même chose. Ça doit être encore plus chez nous parce qu'il s'agit d'une question de vie. D'accord. Votre adresse à l'endroit des populations, ça va être votre mot de fin. Merci beaucoup. À l'endroit des populations, c'est que toutes les mesures qui ont été mises en place, quand on dit population, c'est à la fois les individus, les organisations, les structures étatiques ou non, qu'on travaille tous à ce que l'assurance, la couverture sanitaire devienne vraiment universelle, que l'assurance devienne vraiment obligatoire, que nous cotisons pour notre santé. Et si je ne suis pas encore assuré, quand l'hôpital ou les agents de santé s'échinent à nous donner les soins et quand on recouvre les soins, qu'on se donne les capacités pour honorer nos factures. Parce que la facture, c'est d'abord pour le patient, ou sa famille, ou sa communauté, ou le régime d'assurance auquel il est assujetti. D'accord. Merci beaucoup à vous, Dr Ange Dodji Dossou. Vous êtes conseiller technique du ministre de la Santé à la médecine hospitalière. À nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc-Parler de Radio Cotonou. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous également pour l'écoute et l'attention et surtout la participation aussi à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agwangba, à la prise de vue Job Chipé et à la présentation Honoré Benjamin Naoum. Restez câblés Radio Cotonou. Bonne suite de programme à chacun et à tous. Merci. Population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou.
Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.